Donc, premièrement, bienvenue à tous, sachant que ces webinaires sont effectués par des monitrices et des moniteurs des Glénans, et aujourd'hui Maud Chevalier, donc dans le cadre du Conseil de l'encadrement bénévole. Aujourd'hui, la boucle atlantique, donc présentée par Maud. Quelques remarques techniques pour le bon déroulement des séances. Veuillez bien noter que vos micros sont normalement coupés et on vous demande de les laisser couper. Normalement, vous ne pouvez pas les réactiver, mais si jamais ils sont réactivés par erreur, merci de les fermer. Nous vous recommandons également de désactiver votre vidéo pour économiser de la bande passante et du CO2. Vous pouvez bien sûr poser des questions à l'animatrice pendant la séance, mais on vous demande de le faire par écrit dans la petite conversation qui est possible sur Zoom et que vous pouvez atteindre par la petite bulle qui se trouve soit en bas, soit en haut de votre écran sous le signe converser ou discussion. L'animatrice répondra à vos questions à la fin de son topo. Dernier avertissement un peu en forme de répétition, cette séance est offerte et animée bénévolement par des monitrices et des moniteurs de l'association Les Glénans, et les propos qui seront tenus n'engagent que l'animatrice de la séance, Maud Chevalier. Maud, à toi. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un topo sur la boucle atlantique. On va ensemble décortiquer le périple le plus emprunté par les marins européens, amateurs et amatrices de navigation hauturière. C'est donc cette fameuse boucle atlantique. C'est une navigation qui est effectuée par nombre de bateaux français chaque année, en couple, en solitaire ou en famille. Et je suis quasiment sûre que si vous êtes allé sur un ponton, flâner un jour dans un port français, vous avez déjà entendu une histoire de marin qui s'en rapproche. Alors, on peut se demander pourquoi cet engouement pour cette route particulière, alors que vous me l'accorderez, la mer, elle est quand même grande. Alors, pour répondre à ces questions et afin que vous puissiez vous projeter dans cette aventure hors du commun, nous allons nous installer ensemble, tous ensemble, dans le cockpit d'un First 30E pour le temps de ce zoom, un monocoque donc de 9,30 m, et nous allons partir pour la boucle atlantique de septembre 2022 à juin 2023. Mais avant de larguer les amarres, vous devez certainement vous demander pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous présenter ce sujet qui est relativement précis. Alors, la première raison, c'est que je suis étudiante en géosciences, donc ça veut dire que j'étudie les enveloppes internes et externes de la Terre, du noyau terrestre à l'atmosphère, en passant par l'océan. Alors forcément, l'océanographie, tout ce qui est vent, courant, ça me passionne et j'avais envie de partager ça avec vous ce soir. Et la deuxième raison, c'est que je pars faire la boucle atlantique pour la deuxième fois sur un First 30E justement en septembre prochain en duo avec une autre monitrice des Glénans, Noémie. Alors forcément, j'ai étudié notre route, essayé de comprendre pourquoi autant de marins l'empruntaient et j'ai essayé de répondre à cette fameuse question qu'on m'a beaucoup posée, mais pourquoi en partant de Bretagne pour aller dans les Caraïbes, vous passez par le Cap-Vert? Et je me suis dit que cette question valait bien un topo. Toutes les photos que vous allez voir sont donc des photos qui ont été prises durant mon premier voyage de la boucle atlantique il y a une dizaine d'années. Donc, voici le voyage que l'on va parcourir ensemble. Tout d'abord, nous allons descendre de Brest jusqu'à la Corogne, c'est-à-dire faire le golfe de Gascogne. Ensuite, nous allons descendre jusqu'au Cap-Vert, puis traverser l'Atlantique, aller, visiter les Antilles, puis faire la traversée atlantique retour, et enfin rentrer des Açores jusqu'à Brest. Pour chacune de ces étapes, je vais détailler tous les aspects océanographiques qui ont fait qu'on a choisi cette route, mais aussi également des détails pratiques qui influencent le choix, parce qu'on a beau être sur un bateau, il n'y a pas que la météo qui compte. Vous allez me dire quels sont les détails qui comptent pour choisir une route hauturière telle que la boucle atlantique et pourquoi tous les bateaux passent a priori à peu près par la même route. Il y a bien sûr l'océanographie, c'est-à-dire les vents, les courants et tout ce que ça implique et qu'il faut prendre en compte quand on est en bateau, mais ce n'est finalement qu'un des nombreux facteurs qui rentrent en compte. J'ai essayé de les lister en les rassemblant en grandes catégories
Pour moi, la seconde catégorie, c'est les capacités du bord. J'entends par là les capacités financières qui forcément influent énormément le choix du bateau qu'on va pouvoir faire. Ensuite, la capacité entre guillemets temporelle, c'est-à-dire le temps que l'équipage a à accorder au voyage. Généralement, en France, avec la loi sur l'année de césure, l'année sabbatique, ça tourne autour d'une année. Et enfin, il y a les capacités techniques du bord, parce qu'on est des marins amateurs et amatrices, et ce n'est pas toujours évident de se lancer dans la navigation hauturière, et c'est toujours plus sympa de commencer par un périple qui n'inclut pas des mots comme Cap Horn ou iceberg. Ensuite, il y a la notion de géopolitique qui rentre en compte. En effet, la mer n'est pas exempte d'humains et les côtes encore moins. Et il n'est pas toujours évident de débarquer n'importe où avec un bateau et ça influence grandement les choix qu'on peut faire d'escale. Et enfin, il y a ce que j'appelle les caractéristiques techniques des zones d'accueil, parce que grand voyage rime toujours avec logistique. Et il faut trouver des zones qui puissent nous approvisionner avec de grandes capacités, que ce soit en nourriture, en eau, mais aussi en carburant, en accès médicaux, etc. Maintenant que tout ça est fixé, on va pouvoir partir et larguer les amarres. Donc, première étape, le golfe de Gascogne. Le voyage commence toujours pour la traversée atlantique par ce fameux golfe de Gascogne. C'est une zone qui s'étend de la Bretagne jusqu'à la péninsule ibérique. C'est finalement tout le golfe que vous pouvez voir ici, qui est inclus dans l'Atlantique. Mais c'est un endroit qui est extrêmement réputé et souvent on entend d'ailleurs sur les pontons, c'est pas pour rien que la plupart des bateaux du Vendée Globe ne passent pas cette étape et qu'il y a beaucoup de casses. Mais alors on peut se demander finalement pourquoi est-ce que tout le monde dit ça? Il y a plusieurs raisons. La toute première et auquel on pense peu, c'est que c'est le tout début du voyage, tout simplement. Ça veut dire que autant l'équipage que le bateau, on n'est pas très rodé. Et nous, dans le cockpit de notre First 30E, on n'est finalement pas encore très à l'aise. Et ça peut générer beaucoup de casses, que ce soit matériel ou humaine. Et c'est la première raison pour laquelle c'est une zone assez stratégique. Ensuite, deuxième raison, c'est une zone qui est extrêmement fréquentée par les cargos, notamment. Je vous ai mis un screen en temps réel d'hier du trafic dans le golfe de Gascogne et on peut voir qu'effectivement, il y a énormément de cargos. Et cargo rime forcément avec route de collision, mais pas que, parce qu'en fait, les cargos, vous le savez bien, ils transportent des conteneurs et ces conteneurs, parfois, ils tombent à l'eau. Et en tombant à l'eau, seulement 8 sur 10 coulent en moyenne. C'est-à-dire qu'il y en a 2 sur 10 qui restent entre deux eaux, donc on ne voit pas bien, surtout au moment de la nuit, et qui risquent de provoquer de gros dégâts si on rentre en collision avec eux. Ça, c'est finalement un petit peu du hasard. Et enfin, la raison à laquelle on pense le plus, c'est la notion de situation météorologique / géologique. Donc, je vous ai mis sur cette carte ici la situation géologique du golfe de Gascogne. Donc, c'est en fait tout simplement le plateau continental que vous pouvez voir ici qui remonte de manière extrêmement abrupte dans le golfe de Gascogne, qui provoque des fonds qui sont très peu profonds dans le golfe à proprement parler. Et ça va creuser la mer énormément. Dès qu'il va y avoir des vagues, elles vont être amplifiées par ce phénomène de bas-fond. Et ensuite, la deuxième notion, c'est que ces vagues qui arrivent d'ouest vont se réfléchir sur la côte et ce phénomène de réflexion va provoquer une houle croisée. Donc, on a une houle qui est très creusée et qui en plus va être croisée. C'est déjà pas bon signe. Et ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que le golfe de Gascogne, il est particulièrement exposé aux familles de dépression qui passent sur la Manche et les îles britanniques et ça lui inflige un vent d'ouest qui est très souvent musclé et donc difficile à naviguer et qui est toujours au près. Et donc, houle croisée, creusée, plus près, on n'est vraiment pas dans les bonnes circonstances pour faire une traversée tranquille.
De ce fait, il est important de traverser le golfe de Gascogne le plus tôt possible, c'est-à-dire si possible en été, voire en septembre, sachant qu'en été, il peut y avoir vraiment des moments où il y a très peu de dépression et du coup, c'est vraiment une promenade de santé que de descendre le golfe de Gascogne. Donc nous, on avait prévu notre coup, on avait étudié notre fenêtre météo et on passe, non sans petite frayeur bien sûr, et nous arrivons à la Corogne. Donc la Corogne, c'est notre toute première escale. Ça y est, on est parti de France. On arrive dans une magnifique ville espagnole avec de grandes fenêtres et des soirées très chaleureuses. Et on est vraiment très content de commencer notre voyage. Mais malheureusement, il faut déjà repartir parce qu'on est attendu au Cap-Vert. Et donc, on repart direction le Cap-Vert. Là, ça va être la descente. On va bien sûr faire quelques petites visites pendant notre descente, passer par les Canaries, Madère par exemple, pour arriver jusqu'au Cap-Vert. Il faut savoir qu'il y a généralement 2 équipes pour la descente qui ensuite nous positionnent pour faire la traversée de l'Atlantique à proprement parler. Il y a ceux qui vont préférer partir depuis les Canaries et ceux qui vont préférer partir depuis le Cap-Vert. Forcément, s'il y a 2 équipes, c'est qu'il y a certainement des bonnes et des mauvaises raisons, enfin des avantages et des inconvénients aux 2 choix. Ce que j'ai pu lister comme avantage et inconvénient majeur, c'est que les Canaries, c'est plus loin de notre arrivée aux Antilles. Donc, ça veut dire que la traversée atlantique à proprement parler va être un petit peu plus longue, de 500 000 quand même. Mais c'est une zone qui est extrêmement bien approvisionnée avec de très grands supermarchés, ce qui est donc extrêmement pratique quand on prépare la traversée de l'Atlantique. Et puis en plus, c'est en Europe, donc on a forcément plus de repères pour tout ce qui est approvisionnement. En revanche, au Cap-Vert, les avantages, ça va être du coup que c'est beaucoup plus près des Antilles, ce qui va nous permettre de raccourcir la traversée. Quand on a un petit bateau, c'est quand même pas mal. Aussi, quelque chose qu'on vous dira toujours sur les pontons aux Canaries, c'est que le Cap-Vert, ça vaut vraiment la peine d'y passer parce que l'air de rien, on est là quand même pour faire du tourisme, pour visiter. Et le Cap-Vert, c'est vraiment une zone avec une culture extrêmement dépaysante qui vaut la peine d'être vue. Et puis aussi, il y a le fait que, l'air de rien, là-bas, les produits frais coûtent beaucoup moins cher. Et en plus, on va pouvoir les conserver plus longtemps parce qu'on a une traversée qui est plus courte. Et donc, c'est quand même pas mal quand on doit faire l'approvisionnement pour 1 mois. Donc, nous, on a décidé de descendre jusqu'au Cap-Vert parce qu'avec un petit bateau, finalement, plus la traversée atlantique est courte, mieux on se porte. Et depuis le Cap-Vert, donc là, on a vu les Canaries, on a vu les magnifiques plages de sable noir, on a vu des mammifères en tout genre, des forêts primaires, de magnifiques mouillages, nos premiers vrais mouillages à proprement parler. Et on s'en va vers le Cap-Vert pour pouvoir préparer notre traversée de l'Atlantique. Et là, on va commencer à parler météo. Parce que sur les pontons, on entend « il faut attendre que les alizés soient établis ». C'est une phrase qu'on entend souvent, qui est finalement un petit peu mystique. Et nous, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Alors, je vais vous expliquer. C'est vraiment pas très compliqué. Comme pour tout, en météo, ça va être une question d'énergie solaire. En fait, pour traverser l'Atlantique, on va utiliser à l'aller les alizés. Les alizés, c'est des vents qui vont d'est en ouest et qui nous permettent de traverser tout l'Atlantique au portant. Pour l'explication de ce que sont que les alizés, je me suis permise d'emprunter les schémas d'Initiative Cœur qui sponsorisent un bateau du Vendée Globe et qui ont des schémas qui sont extrêmement pédagogues. Donc, la première chose, c'est sur ce schéma numéro 1, la Terre est ronde. Ça, on le sait tous, normalement. Et de ce fait-là, l'énergie solaire que l'on reçoit par unité de surface n'est pas équivalente partout sur la Terre. Et elle est plus importante à l'équateur qu'au pôle. De ce fait-là, on va avoir une énergie plus importante donc à l'équateur qui va chauffer de manière plus importante, on peut le voir en rouge, l'océan au niveau de l'équateur qu'au niveau des pôles. Donc, l'océan étant plus chaud, il va chauffer la masse d'air qui se situe au contact de cet océan, au-dessus, à l'équateur. Cette masse d'air, elle va donc être plus chaude, mais aussi plus humide, parce qu'avec la chaleur vient l'évaporation de l'océan. Cette masse d'air chaude et humide, elle va monter, comme vous pouvez le voir sur le schéma numéro 2,
en altitude. En montant en altitude, cette masse d'air, l'eau qu'il y a dans cette masse d'air va se condenser et en se condensant, elle va précipiter en formant des nuages. Je me suis permise de vous mettre une image satellite, une vue satellite où on peut voir effectivement la couverture nuageuse qui forme une bande au niveau de l'équateur à peu près et qu'on appelle dans le jargon des météorologues la convection popcorn parce qu'en fait, c'est vraiment des nuages blancs qui se forment et vu de haut, ça fait des panaches blancs qui apparaissent puis qui précipitent et qui disparaissent. Et donc, cet air chaud et humide va monter en altitude et ensuite, une fois en altitude, il est sec, il devient froid et il a envie de redescendre. Et il va redescendre au niveau de 30 degrés sud et nord, donc au niveau des tropiques. Et c'est d'ailleurs ce qui explique qu'il y a des déserts à ces endroits-là, parce que c'est là où il y a l'air le plus sec, puisqu'il a précipité au niveau de l'équateur. Et une fois arrivé là, il va essayer de combler le vide qui se situe au niveau de l'équateur et donc revenir à l'équateur. Et c'est ce vent-là en surface qui vient de 30 degrés nord dans notre cas, mais qui peut aussi venir de 30 degrés sud de manière symétrique et qui arrive à l'équateur qu'on appelle les alizés. Étant donné la rotation de la Terre, les alizés vont être un petit peu déviés et prendre de la droite. C'est ce qu'on appelle finalement tout cet élément de convection d'une masse d'air chaude en altitude, puis qui redescend à 30 degrés nord et qui revient à l'équateur, la cellule de Hadley. Et il y en a deux de manière symétrique de part et d'autre de l'équateur. Mais vous allez me dire, d'accord, j'ai tout compris à ce que c'est que les alizés. Mais pourquoi est-ce qu'on attend qu'ils soient établis s'ils sont là toute l'année et qu'ils soufflent d'est en ouest? Eh bien, en fait, c'est parce que c'est un petit peu plus compliqué que ce que je viens de vous expliquer. Ce qui se passe, c'est que l'insolation, donc la quantité d'énergie solaire reçue par unité de surface, elle varie en fonction des saisons. On le conçoit aisément. En été, il va y avoir l'insolation va être plus importante dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud, si c'est l'été dans l'hémisphère nord. Et inversement, si c'est l'été dans l'hémisphère sud, il va y avoir plus d'insolation dans l'hémisphère sud. Et de ce fait-là, en fait, la zone où il y a convergence des alizés et montée de la convection popcorn, elle ne va pas être exactement au niveau de l'équateur, mais elle va osciller un petit peu plus au nord et un petit peu plus au sud de cette ligne imaginaire de l'équateur en fonction de la saisonnalité. Donc, quand c'est l'été dans l'hémisphère nord, c'est-à-dire environ en juillet, on a la configuration que vous pouvez voir en rouge ou ce qu'on appelle la zone de convergence intertropicale, donc qui est la zone où les alizés se rencontrent. Elle va être un petit peu plus au nord et en revanche, en hiver dans l'hémisphère nord, donc en été dans l'hémisphère sud, en janvier, la zone de convergence intertropicale va se retrouver un petit peu plus au sud. Et donc, nous, en fait, on va attendre que la zone de convergence intertropicale se soit stabilisée dans sa position qui ici est en bleu. Et donc, on va attendre d'être fin décembre, début janvier pour pouvoir traverser l'Atlantique parce que c'est là qu'on va se retrouver à pouvoir aller du Cap-Vert jusqu'aux Antilles avec des alizés qui nous poussent et non être au centre finalement de la zone de convergence intertropicale qui est une zone où il n'y a pas de vent qu'on appelle généralement dans le jargon des marins le poteau noir. Donc, durant notre traversée de l'Atlantique, on va voir bien sûr encore et toujours de magnifiques mammifères marins, ici des dauphins. On va aussi voir de très beaux couchers de soleil. Même si les alizés sont établis, on ne manquera pas de rencontrer des grains, parfois un petit peu noirs, un petit peu gros. Et on va arriver dans les Caraïbes. Donc, dans les Antilles, on va généralement aller jusqu'à Grenade et remonter jusqu'aux îles Vierges. Mais où est-ce qu'on arrive? Là, de nouveau, il y a deux équipes. Il y a ceux qui préfèrent arriver à la Barbade pour exactement la même raison qu'on préférait partir du Cap-Vert. C'est un petit peu plus à l'est et donc un petit peu plus proche. Ça va raccourcir un petit peu la durée à proprement parler de la traversée de l'Atlantique à l'est.
Mais il y en a d'autres qui préfèrent arriver directement en Martinique parce que la Martinique, c'est un territoire français. De ce fait-là, pour tous les aspects de douane, ça va être beaucoup plus simple, mais aussi pour tous les aspects d'approvisionnement. Suite à la traversée, on n'a plus beaucoup de nourriture, etc. Et c'est beaucoup plus simple de s'approvisionner en Martinique qu'à la Barbade. Bien évidemment, il est toujours intéressant de pouvoir visiter la Barbade avant d'arriver en Martinique parce qu'une fois qu'on est allé plus à l'ouest, il est très difficile de revenir vers la Barbade pour pouvoir la visiter. Donc, pendant notre traversée des Antilles, on va voir des cocotiers, bien sûr, de l'eau turquoise, des jolies maisons colorées. On va voir une faune et une flore toujours plus riches. Avec ici, vous avez des pélicans et ici, encore des dauphins. Vous avez compris, j'aime beaucoup ça. Et ensuite, il va falloir repartir. Pourquoi repartir? Eh bien, tout simplement parce que on va être chassé par l'arrivée de la période des cyclones. On le conçoit aisément, avec notre First 30E, on n'a pas particulièrement envie de se retrouver au milieu d'un cyclone. Et la zone des cyclones aux Caraïbes, c'est entre juillet et octobre. Donc, il faut partir avant. Et pour partir avant, on part généralement en mai et on part aussi de Saint-Martin. Saint-Martin, de nouveau, vous pouvez le voir, le petit drapeau français, c'est un territoire français, pareil, beaucoup plus simple pour faire tout ce qui est douane, pour faire aussi tout ce qui est approvisionnement, mais aussi on va se positionner le plus au nord possible parce que pour rejoindre les Açores, qui est notre point de chute après la traversée de l'Atlantique retour, c'est quand même beaucoup plus simple d'être le plus au nord possible, ça nous fera moins de chemin. Et là, on part pour la traversée de l'Atlantique retour. De nouveau, un petit point météo. Cette fois-ci, on ne va pas du tout être dans les mêmes systèmes météo qu'à l'aller. Ce qui se passe, c'est que nous, pour l'aller, on était dans cette zone-là avec les alizés. Mais maintenant, on est en mai, donc on est entre guillemets dans l'été dans l'hémisphère nord. De ce fait-là, les alizés se décalent vers le nord avec la zone de convergence intertropicale, ITCZ en anglais. Et donc, avec cette remontée vers le nord des alizés, on va aussi avoir une remontée vers le nord de l'anticyclone des Açores, que je vous ai figuré ici, H pour High Pressure, anticyclone. Donc, nous, ce qu'on va essayer de suivre comme route, c'est la route en vert, de manière à slalomer entre les dépressions plus au nord, qui sont celles qui généralement touchent la Bretagne, etc., et l'anticyclone des Açores, plus au sud, et encore plus au sud, les alizés. Donc, tout ça, ça va être une stratégie pour choisir la route de retour. C'est vraiment pas simple. Il va falloir essayer de passer le plus au sud des dépressions de manière à ne pas avoir à ne pas trop subir les effets des perturbations ouest, des vents d'ouest, mais pour autant pas trop au sud, sinon on va se retrouver empétolé dans l'anticyclone des Açores et encore pire, si on va vraiment trop au sud, dans les alizés. Et il faut savoir aussi qu'on va avoir une bonne partie du début de la traversée qui va être au près. Donc, en termes de paysage, ça ne va pas être la même chose qu'à l'aller. Déjà, ça va être beaucoup plus froid parce qu'en fonction des années, il y a parfois des années où on se retrouve quasiment à équidistance à un moment de la traversée entre le Groenland et la France. Donc, on imagine bien qu'il fait beaucoup plus froid, il fait aussi beaucoup plus humide, il y a beaucoup plus de grains et puis les vents sont beaucoup plus violents. On peut voir ici que, par exemple, le bateau est relativement gité quand même. Et on arrive aux Açores. Soulagement. Aux Açores, c'est vraiment un bonheur de pouvoir se retrouver sur les pontons. C'est un climat qui est très particulier parce qu'en fait, les marins qui sont aux Açores, c'est généralement les marins qui viennent tous ensemble de faire la transhumance depuis les Caraïbes jusqu'aux Açores. Donc, ils ont vécu un peu les mêmes choses. C'était difficile et donc, ça donne lieu à de magnifiques apéros sur les pontons dans les peu de ports qu'il y a aux Açores, où on se raconte ces histoires de marins, etc. Et on n'oublie pas bien sûr de faire son dessin sur le quai du port, le good wind, qui normalement est supposé nous apporter de la chance sur notre dernier tronçon de voyage des Açores jusqu'en France, dans notre cas jusqu'à Brest. Nous étions partis. Et on peut repartir, enfin, pour la dernière partie, Açores-Brest,
À ce moment-là, on est donc dans les mêmes phénomènes météo que pendant l'Atlantique retour. Donc, je ne vais pas détailler plus. Et on arrive enfin à Brest. On est de retour en France. On a plein d'histoires à raconter, que ce soit sur les pontons, en famille ou à l'apéro. Et voilà, je suis très contente que vous m'ayez écoutée. Et pour conclure, j'espère que je vous ai fait un petit peu rêver, que vous avez envie, vous aussi, de partir sur l'eau. À quand le grand voyage finalement? Et si vous voulez nous suivre, moi et Noémie, donc deux monitrices des Glénans qui partons l'année prochaine, n'hésitez pas. On a un compte Instagram et un compte Facebook qui s'appelle Monosail the Atlantic. Et on sera très heureuse de vous y partager nos aventures. Voilà, et maintenant, si vous avez des questions, je vais pouvoir y répondre. Merci Maud. Alors, dès à présent, il y a quelques questions. Une première question, c'est combien de temps a duré la traversée Cap-Vert vers Barbade? Combien de temps dure-t-elle en général? Ça dépend vraiment beaucoup du type de bateau qu'on a. On imagine bien qu'avec un bateau très performant, ça peut durer une dizaine de jours, on le voit bien pendant les courses, mais avec des bateaux de croisière comme ceux qu'on a, ça oscille plutôt entre, je dirais, 15 et 25 jours. Nous, on envisage avec notre First 30E une transat qui serait plutôt autour de 30 jours. Autre question, toujours sur la route. Est-ce que si on part des Canaries, on partira à un autre moment que si on part du Cap-Vert? De nouveau, ça dépend quand même des années parce que là, je vous ai fait les grandes lignes, mais il y a une notion de variabilité annuelle dans la position des Açores, des Alizés, pardon. Et du coup, forcément, chaque année, la transat peut être un petit peu retardée. On peut partir mi-décembre comme on peut partir presque début janvier. Donc ça, je ne saurais pas répondre précisément. Alors, il y a une question un peu technique auquel je ne suis pas sûr de tout comprendre, mais je vais la poser telle qu'elle est. Est-ce que tu recommandes une aile de mouette autour de l'anticyclone des Açores? Je n'ai pas compris cette question. Très bien, je ne suis pas tout seul. Autre question, combien de tempêtes de pluie, si on est sur les Alizés, traverse-t-on? Alors, par tempête de pluie, je présume qu'on entend des grains, donc des gros nuages, généralement des cumulonimbus, qui provoquent et du vent et des précipitations. Et alors ça, c'est vraiment extrêmement variable. Ça dépend à la fois de la fenêtre météo qu'on a choisie, mais aussi de comment les alizés vont être relativement établis à la période où on traverse et l'année où on traverse. Ça peut aller par exemple, j'ai des amis qui sont partis cette année et pendant une semaine, ils en ont croisé environ 10 par jour. Ouais, je ne sais pas, 5 pendant toute la transat, quoi. Une petite question qui, à mon avis, va te faire te répéter légèrement, mais à quel moment est la saison des tornades ou des cyclones? Alors, la saison des tornades ou la saison des cyclones, c'est entre juillet et octobre aux Caraïbes, majoritairement dans le nord des Caraïbes. Et c'est pour ça qu'on part en mai pour la transat retour. Autre question, au total, une boucle atlantique comme cela, c'est combien de jours de navigation? Ah, ça, c'est une bonne question. Et c'est une question qui est extrêmement variable parce que ça dépend aussi des escales qu'on décide de faire. Hypothèse, avec un bateau un petit peu plus puissant que le nôtre, on peut envisager d'aller au Sénégal, aussi une très belle escale. On peut envisager d'aller beaucoup plus haut dans les Antilles, Puerto Rico, Cuba et beaucoup plus bas. Donc, c'est vraiment pas facile à déterminer. Je ne sais pas, je dirais déjà qu'il y a 30 et 30 aller et retour. Je ne sais pas, je dirais autour de 4-5 mois pleins, mais répartis vraiment en fonction des différentes escales. Oui, une petite question sur la dissymétrie entre l'aller et le retour. La transat aller semble plus facile. Est-ce que c'est une illusion? Est-ce qu'il y a quand même des risques de gros temps? Il y a toujours des risques de gros temps, ça c'est une évidence. En revanche, il est sûr qu'elle est réputée plus facile. Plus facile, je pense,
surtout parce que le climat est plus adapté à l'humain finalement. Ça va être plus chaud, beaucoup moins humide, beaucoup moins froid en termes d'humidité, mais finalement, il va y avoir l'humidité de la zone de convergence intertropicale, mais qui va être beaucoup plus chaude. Et je pense que c'est en ça que c'est plus facile et aussi en le fait qu'un bateau au portant est beaucoup moins gité que le bateau à la traversée retour et donc c'est beaucoup moins fatigant pour l'équipage. Mais il est évident qu'on peut croiser des très gros grains et si on calcule mal notre fenêtre météo, la traversée aller peut aussi être vraiment pas facile. Une petite question sur la taille du bateau. La première, enfin deux questions exactement qui vont se compléter. Y a-t-il une taille minimale de bateau pour une traversée safe? Et le choix du 30 pieds, est-ce une question de budget? Alors, la première question, techniquement, il n'y a pas de taille minimale de bateau, dans le sens où si vous voulez traverser sur une caisse à savon, il y en a qui le font et qui arrivent de l'autre côté. En revanche, pour traverser en sécurité et entre guillemets dans les règles de l'art, on dit souvent qu'il faut un bateau qui fasse plus de 9 mètres. D'où le fait que le nôtre fasse 9,50 m, sachant que 9 mètres, c'est vraiment déjà très petit. Mais bon, bien sûr, il y a des 6,50 qui traversent l'Atlantique avec la Mini et qui s'en sortent très bien, hein. Et en termes de budget, oui, c'est sûr que au-delà du fait que bon, un bateau plus gros, c'est plus fatigant. Donc, nous, avec Noémie, on a fait le choix aussi d'avoir un bateau petit dans le sens où c'est plus adapté à la configuration de notre équipage. Mais c'est aussi une question de prix parce que quand on regarde le marché de l'occasion, il y a vraiment un seuil à 10 mètres pour les bateaux d'occasion dans lequel, au-dessus de 10 mètres, le prix des bateaux augmente de manière assez importante. C'est pour ça qu'on s'en est tenu à 9,30 m. Mais ce qui est très important, c'est surtout d'avoir un tirant d'eau qui soit relativement important pour être bien en sécurité pendant un traversée-retour, plus que la taille du bateau. Une question logistique sur la quantité d'eau à emporter pour la traversée aller. Alors, il ne faut pas compter sur la pluie. Vous pourrez peut-être récolter de l'eau avec la pluie, mais il ne faut pas compter sur la pluie au moment où on fait son avitaillement. Généralement, ce qui est dit, c'est 3 litres par jour et par personne, plus un petit peu d'eau pour tout ce qui est cuisine, etc. Sachant qu'en fait, tout ce qui est douche va être relativement réduit au minimum. Et là, vous pourrez profiter des grains si vous le souhaitez. Une question sur sur la manière de se retrouver à la bonne latitude pour les dépressions et l'anticyclone des Açores pour le retour. Y a-t-il une technique particulière pour Ce qu'il faut savoir et ce que j'ai oublié de dire, c'est que ce qui est très médiatisé dans le monde de la voile, c'est souvent la course au large. Mais nous, on est vraiment sur d'autres problématiques dans le sens où les dépressions circulent 3 fois plus vite que la vitesse à laquelle nous, on peut aller avec nos bateaux. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes dynamiques qu'en course au large où on peut essayer d'éviter les dépressions, etc. Une fois qu'on est parti, globalement, si on doit se prendre une dépression, on se la prendra. En revanche, on peut essayer, en réactualisant les fichiers météo le plus possible, de minimiser leurs impacts et de se positionner à des endroits plus ou moins cohérents. Mais de nouveau, la latitude à laquelle ce sera pertinent de traverser, ça dépend de l'année et ça dépend beaucoup de la période à laquelle on décide de traverser, à la semaine. On nous demande si, lors des traversées, vous aviez des occupations particulières pendant la partie transat et est-ce qu'il y a des moments où tu t'es ennuyé? C'est une question qui revient beaucoup et la vérité, c'est que non. Et je pense d'ailleurs, d'autant plus pour cette fois-ci, où
où bah, en fait, avec Noémie, on va devoir s'occuper du bateau et on est les capitaines du bord. Donc, dès qu'on a un moment de libre, on entretient le bateau, on prend soin de lui, on prend aussi soin de nous en se faisant à manger correctement, etc. Et en fait, toute activité sur un bateau devient vraiment une activité qui prend du temps, que ce soit faire la cuisine, prendre une douche, ou regarder la cartographie. Donc, en fait, le temps passe très vite. Et puis, en plus, l'objectif quand même dans tout ça, c'est d'observer la mer, de pouvoir profiter du paysage. Et donc, le ciel, il change en permanence. On peut y voir plein d'oiseaux, de mammifères, etc. Et donc, l'objectif, ça va être de regarder tout ça. Et puis, en plus, nous, on traverse, on est ambassadrice pour Longitude 181. Donc, si on a du temps libre, on fera des podcasts pour eux, des dessins, des newsletters. Et puis, l'idée, c'est de rapporter toute la faune et la flore qu'on va pouvoir voir. Il y a encore plein de questions et elles arrivent au fur et à mesure. Alors, je vais me permettre de m'arrêter dans toutes les questions à poser, en sachant que les réponses aux questions qui n'ont pas été traitées seront mises sur Facebook, de manière à ce que vous puissiez les lire. Maud, je te laisse terminer. Donc voilà, si vous souhaitez plus d'informations, surtout n'hésitez pas à consulter le cours des Glénans, dans lequel vous retrouverez par exemple des chapitres plus approfondis sur la météo, l'approvisionnement, l'entretien d'un bateau. Il est disponible à la fois en format papier, la fameuse Bible des Glénans, mais aussi en format numérique sur Kindle, e-book, etc. Le prochain topo, ce sera le mardi 17 mai avec l'effet Coriolis, dans lequel vous pourrez en apprendre plus sur tout ce que j'ai malheureusement pas eu le temps d'approfondir, les anticyclones, les dépressions, pourquoi ça tourne et dans quel sens. Et les séances démarrent toujours à 21h. Merci à tous et à toutes. Ce topo restera disponible pendant 48 heures sur la page Facebook des Glénans. Donc, n'hésitez pas à le recommander ou à aller le reconsulter. Et vous pouvez retrouver les Glénans à la fois sur le site des Glénans, mais aussi sur le site du Conseil de l'encadrement bénévole, si vous êtes plus intéressé par le bénévolat aux Glénans. Et n'hésitez pas à nous contacter avec l'adresse mail du Conseil de l'encadrement bénévole. Et pour le voyage que je vous ai décrit, n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram, Monocélie Atlantique, et on poste exactement la même chose sur Facebook.